Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée consacrée à Stefan Zweig, pour cette légende d'une vie, cette pièce inédite en France, qui en est à sa 3e représentation ce soir à Chaville. Juste ce petit mot, hormis le fait que nous espérons vous passerez une très belle soirée avec nous, vous prévenir qu'à l'issue de la représentation, comme souvent, Pierre-Olivier Scotto, dans le cadre des rencontres de l'atelier, présentera un débat en présence du metteur en scène, Christophe Lidon, qui est présent, ainsi qu'avec la participation de la plupart des artistes que vous allez voir dans un instant. Donc ça durera une demi-heure, 30 minutes, 40 minutes, nous verrons. Merci de rester le plus nombreux possible. Ce sont toujours des débats extrêmement intéressants, extrêmement riches. Merci à vous. Bonne soirée. On va démarrer. Je vais appeler le metteur en scène de ce spectacle, Christophe Lidon. Voilà, si vous voulez bien l'applaudir. Bonsoir. On va démarrer. On attend que peut-être les comédiennes nous rejoindront. La première question qui me vient à l'esprit, Christophe, c'est comment as-tu rencontré cette pièce de 1919 ? Moi, j'avais jamais entendu parler. C'est une création. Alors, ce qui s'est passé d'abord, pour certains d'entre vous... Si tu veux, on peut s'asseoir. Hein, D'accord. Pour certains d'entre vous, j'ai monté La lettre d'une inconnue avec Sarah Biasini. Et nous l'avions joué ici il y a quelques années. C'était une adaptation de Michael Stamp. Et La lettre d'une inconnue avait quelque chose de très romanesque dans l'esprit du public à cause du film d'Hollywood. Mais c'était aussi un livre de chevet pour beaucoup de gens. Et cette lettre d'une inconnue, on en avait fait un spectacle peut-être plus sanguin, plus fiévreux, peut-être même un tout petit peu plus pervers que l'image qu'on avait en règle générale de cette douce amoureuse qui regrettait de jamais avoir été reconnue par l'homme qu'elle aimait, 3 fois de suite dans sa vie. Et j'avais eu tellement de plaisir à travailler sur ce texte que, vous savez, il y a une période où le texte est rentré dans ce qu'on appelle le domaine public. Et ça a libéré en fait tous les écrits de Zweig, puisque au moment où il est rentré dans le domaine public, on a pu aller piocher dans tout ce qu'il avait écrit. Et j'ai découvert cette pièce, puisqu'en règle générale, ce qu'on voit de cet auteur, c'est des adaptations, des nouvelles ou des adaptations de romans. Mais il a écrit cette pièce. C'est sa seule pièce ou il en a écrit? Je crois qu'il y en a 2 ou 3. D'accord. Actuellement, moi j'en ai découvert qu'une. Et c'est vrai que ce qui m'a passionné, c'était de me dire... Tiens, il a eu envie, lui qui était si proche de Freud, il a eu envie quand même d'écrire du théâtre et pas seulement d'écrire sur les cas cliniques, comme par exemple La lettre d'une inconnue, qui était plus proche d'un cas clinique traité par Freud. Et ces personnages de théâtre avaient quelque chose de très, sanguin aussi. Ils nous appellent, enfin vous voyez bien que le personnage de la mère ou de l'ancienne maîtresse, tout est très charnel, très chargé de passion. Et c'est vrai que l'adaptation et la traduction qui étaient officielles, avant de rentrer donc dans le domaine public, où on a pu faire notre propre travail, avait quelque chose de très vieux théâtre. On n'était pas satisfait du tout par cette adaptation et cette traduction. Alors j'ai proposé de repartir du texte allemand et de retravailler pour que l'adaptation soit possible pour un public d'aujourd'hui. Et c'est vrai que on a resserré les personnages, c'est-à-dire qu'il y avait des valets, il y avait beaucoup plus de gens. Et en resserrant la proposition théâtrale, on a rendu, je pense, un huis clos plus dense avec ces 5 comédiens. Tu as parlé de Freud, il était très ami, Zweig, avec Freud. Il était très proche. Ami, c'est peut-être un terme un peu trop fort, mais très proche. Il s'écrivait beaucoup. Et je sais que Zweig était très, très intéressé de l'analyse pointue et nouvelle de ce personnage qui était Sigmund Freud. Là, c'est une pièce où il y a la force de l'inconscient qui est là. Enfin, l'inconscient est là en permanence. Le mensonge. Qu'est-ce qui t'a... C'est une pièce sur la famille.
C'est-à-dire que l'inconscient, la force du mensonge, la passion, la détestation, c'est ce qui réunit les familles partout dans le monde. C'est pourquoi cette pièce nous touche, c'est que dans toutes les familles, il y a un secret familial, dans toutes les familles, il y a une histoire, dans toutes les familles, il y a ce qu'on ne veut pas raconter, ou en tout cas pas tout de suite, ou ce qu'il faut découvrir entre les lignes. Et je pense que c'est pour ça que ce texte nous parle beaucoup, c'est que simplement il nous autorise à voir un tout petit peu plus, avec un petit peu plus de danger que nos propres histoires, puisque là il a placé ça, c'est donc l'œuvre d'un immense auteur national, une espèce de Victor Hugo, auteur qui est devenu presque un homme de référence politique, puisque le chancelier prend appui sur lui aussi. Aujourd'hui, il y a des artistes comme ça qui ont ce pouvoir d'enflammer une pensée nationale. Et à la fois, c'est tellement dangereux. Et je crois aussi que c'est de ça dont il est question. La pièce est de 1919 et il parle aussi de la montée des idéologies. Il parle aussi du danger de l'artiste absolu, de l'artiste pur. Il décrit aussi plein de choses qui, par la suite, seront évidemment terriblement dangereuses. Il y a... Je ne sais pas si... Ah ben, voilà. Bonsoir. Non. Macha va nous rejoindre aussi. Bah, viens, ils peuvent venir aussi si vous voulez. Vous pourrez aussi poser des questions aux acteurs qui sont dans la salle. Hein. Il marche pas celui-là. Il marche pas? Si, il marche, on t'entend bien? Non, je crois. Ah, non. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Bonsoir. Vous parliez de quoi? De vous. Ce personnage de... Moi, j'ai vu la pièce, c'est dans une autre traduction, formidable, l'adaptation. Oui. Et j'avais trouvé que l'autre la tienne. Et dans l'écriture de l'autre traduction, le personnage était plus dur, beaucoup plus manichéen. Lequel? Je sais plus, c'est une traduction que mais quel personnage? Le personnage Léonore. de Léonore. Et j'ai trouvé votre personnage extrêmement touchant et beaucoup moins manichéen. Voilà, c'est le travail certainement du metteur en scène. C'est le travail du metteur en scène. Et je voulais savoir comment travaille Christophe, tout simplement, et ce que vous avez ressenti. Christophe, il a un œil. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il vous transperce comme ça, direct. Donc il sait quels sont vos travers et vos qualités, et il va essayer de se servir de tout ça pour modeler quelque chose qui justement n'est pas binaire. C'est pas manichéen du tout. C'est pas manichéen, c'est pas au noir ou blanc, c'est pas qu'une femme méchante, c'est une femme qui souffre, qui perd tout, qui perd sa vie, qui perd ce pourquoi elle s'est battue pendant toutes ces années, qui perd son fils, qui perd quelque part sa raison de vivre, son honneur, enfin bon, c'est affreux. Et d'ailleurs, je disais derrière que c'est très perturbant quand moi je suis au fond du trou et que vous rigolez. Ça rit pas beaucoup, hein. Non, c'est pas franchement une comédie, mais quand même. Oui. Non, mais je crois que les gens peuvent sourire de nos propres travers. Ça sert à ça, le théâtre, c'est de voir à quel point cette femme souffre comme n'importe quelle maman qui perd son fils, comme n'importe quelle... Mais c'est exagéré. C'est-à-dire que la situation donne une espèce de loupe, d'observation encore plus intense que dans la vie. Puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'histoire de nos familles. Et forcément, on s'identifie parce qu'on pense tout de suite à un oncle, une tante ou une mère, et ses secrets de famille. Ouais. Cette femme, elle a construit sa vie sur une mystification, pas un mensonge, mais une grande... Elle a reconstruit. Je n'ai pas menti. Voilà. Comment on construit un personnage qui est déconstruit et qui essaye de se reconstruire, et avec rédemption à la fin? On essaye de se souvenir de tout ce par quoi on a pu passer soi-même aussi, parce que bon, là j'atteins un certain âge, donc c'est ça aussi le privilège de l'âge, c'est qu'on a vécu des choses, donc, ou qu'on a vu ça autour de nous, donc on a pu l'observer ou le vivre soi-même, et c'est quelque chose qui est proche. Moi j'ai un fils de 22 ans, il vient juste de partir. Et donc, voilà, par exemple. Oui, je comprends. C'est quand même un personnage qui m'est proche, malgré tout. Ben, je comprends. Et quand vous l'avez lu... Bonsoir.
Je crois qu'on a même les moyens, on a même 2 micros, c'est formidable. C'est le luxe. Et quand vous l'avez lu pour la première fois, vous avez senti, comment dire, ce que vous pourriez y mettre? Ah oui. Oui, tout de suite. J'ai senti que c'est une femme très énergique et je me suis dit, oh, ça c'est pour moi. Macha, ce personnage, moi je l'ai vu comme une... Bon, ils le disent, c'est une revenante. Hein, c'est une revenante. Mais c'est drôle parce qu'il y a une force symbolique qui passe aussi. C'est une sorte de... Elle est là comme une révélatrice. Non, je suis mieux, rédemptrice. Alors? C'est comme les saints, les mystiques qui viennent et qui règlent tous les problèmes. Non, exagérons pas, mais je trouve que ce qui est très beau, c'est 2 femmes qui vivent dans la mémoire d'un amour. Parce qu'il est mort depuis 10 ans. Et donc, ce que je trouve très beau, ce sont des gens qui aiment vraiment et qui ne peuvent pas passer à autre chose. C'est-à-dire, ça occupe toute leur vie. Et je trouve que nous sommes dans une époque d'éparpillement. Et que ces personnages-là, au contraire, nous expliquent que la vie, c'est fait pour suivre un chemin qui peut être douloureux, compliqué, long, etc. Mais que si on vit un grand amour, il faut le vivre jusqu'au bout. Et c'est des jusqu'au boutistes, ces 2 femmes. Donc, en ce sens-là, elles sont des héroïnes un peu rares, parce que nous sommes plutôt dans une époque où on dit « Ah, ben voilà, il faut tout essayer, il faut voir qu'est-ce qui se passe. » Marquez, ils ont essayé à 3 à un moment donné. Ben oui, mais c'était par amour. Oui, c'est une forme de... C'est ça, l'amour. D'ailleurs, c'est assez... Alors, je veux revenir, parce que les féministes, il faut qu'elles comprennent que l'amour peut être aussi une décision, un choix. Absolument. Un choix de vie, un choix philosophique, un choix éthique. Et que ça mérite tout de même que cette option-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des autres, mais pas de celle-là. Et donc, moi, j'étais très heureuse de lire un texte qui raconte ça. Vous savez que Zweig était très proche de Freud. On a beaucoup dit d'ailleurs que son théâtre était l'expression théâtrale des théories de Freud, ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais tout de même, cette époque-là, à Vienne, ils étaient tous imprégnés de cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de sa vie, qui on est vraiment. Et qui on est, et cette espèce de seconde vie qui est la vie de l'inconscient, qui est au-dessus de nous et qui nous tourmente ou nous encourage. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Et donc là, il s'agit de gens qui sont dans une situation un peu privilégiée, mais heureusement, moi j'aime bien qu'au théâtre, on vienne voir des gens beaux et bien, et comme ça, cultivés, et intelligents. C'est des héros. Des héros. Et la caractéristique de cette pièce, c'est ça, c'est que tous les personnages... Alors, autre chose que nous avons remarqué en travaillant, c'est que Zweig se fait l'avocat de tous les personnages. Absolument. Tous les personnages ont raison. Et chacun se défend. Et la question est de savoir comment les autres vont les accepter. Et je trouve que ça, c'est admirable parce que on ne peut pas déterminer où est le bien et où le mal. D'ailleurs, j'ai cette phrase magnifique où elle dit on ne sait pas où est le partage entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Et ça, c'est très typique de Zweig et de cette époque-là. Absolument. Le mot qui revient le plus dans la pièce, c'est le mot peut-être. Ah oui. Il y a tout le temps peut-être. On en a enlevé quelques-uns parce qu'il y en avait tellement qu'on en a enlevé peu. Mais c'est très caractéristique de l'écriture de Zweig. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des certitudes, on ne peut avoir que de l'amour. Et d'ailleurs, la morale, parce que moi j'aime bien aussi ça, une pièce qui finit sur une morale. Et la morale, c'est que... Tu veux que je m'arrête? Bon. La morale, c'est qu'on ne se connaît pas, on ne peut que s'aimer. On ne sait jamais qui sont les autres, mais la seule chose qu'on peut de son vivant faire, c'est aimer. Voilà. Est-ce qu'on... Peut-être que... Vous êtes d'accord, hein? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y aurait une question, parce que c'est aussi une rencontre, ça s'appelle Rencontre de l'Atelier, c'est une rencontre aussi avec le public. Alors est-ce qu'il y a un micro qui se balade, qui a envie de poser une question ou au metteur en scène ou aux 2 comédiennes, ou je vois les 2 autres comédiens qui sont là aussi, et 3 autres, pardon, excuse-moi Bernard. Voilà, est-ce qu'il y a une question sur Stefan Zweig, sur cette pièce, sur la mise en scène, sur l'adaptation, ou sur cette thématique? N'ayez pas peur, hein.
Bon, le petit miracle, ça on vous l'a déjà dit, c'est une pièce inédite. C'est ça. Une pièce inconnue, et donc personne ne la connaît. On va certainement susciter beaucoup de curiosité. Il faut croire que non. Bon, regarde, Si, déjà. moi, on voit bien. j'ai une question à vous trois. Il y a un mot qui revient, en tout cas, c'est des personnes, en tout cas ces deux femmes, on a l'impression elles disent qu'elles se sont sacrifiées. Alors le mot sacrifice pour ces deux personnages, c'est quoi? Oui, mais elles ont bien voulu. Enfin, Non, c'est l'époque. un C'est choix, l'époque. c'est C'est un l'époque. choix. Il faut aussi quand même se replonger. Nous avons respecté tout de même, plus ou moins, à travers les costumes et le décor magnifique raconte un peu cette esthétique de ces années de Vienne, que tout de même, ce n'est pas. Aujourd'hui, peut-être qu'elle ne s'exprimerait pas de la même façon. Absolument. Mais donc peut-être, voilà, il y a un vocabulaire peut-être qui a changé. Mais enfin, moi, je pense que les sentiments sont absolument éternels et universels. C'est la façon de dire qui est un peu différente. Elles ont, pour vous, réalisé la vie qu'elles voulaient avoir? Bien sûr, elle, c'est une championne. Elle est arrivée à faire, au fond, son œuvre, c'est cet homme. Elle a fabriqué un génie, il faut quand même le faire. Vous pensez que c'est elle qui a fabriqué le génie? Oh, attendez, me faites Derrière pas dire ce que un j'ai pas chaque dit. homme, il y a une femme, tout le monde le sait. Mais Vous savez, il y a à Luxor, devant un des grands temples, un énorme pharaon, gigantesque, super, il a les jambes comme ça. Et derrière sa jambe, parce qu'il y a un petit bas-relief, et il y a la pharaone qui lui tient le mollet. Et tout est là. Et toute la force de ce bonhomme, c'est le... Donc on ne peut pas parler de sacrifice de ces deux femmes. Mais non. Non, mais C'est c'était des une vies époque où, de magnifiques. toute façon, les femmes ne pouvaient pas non plus forcément s'exprimer comme les hommes. Hein. À l'époque, une femme n'était pas chef d'orchestre, une femme n'était pas compositeur, ou alors quand elle l'était, de toute façon, là je pense à Fanny Mendelssohn, qui était un génie tout aussi grand que son frère, et qui a été sacrifiée Clara parce Schumann. que... Ou Clara Schumann. Alma Mahler, qui peut-être n'était pas aussi talentueuse, Absolument, mais enfin tout absolument, de même. absolument. La vie de Alma Mahler, c'est absolument notre histoire. C'est une femme qui a vécu absolument dans l'ombre des hommes qu'elle a aimés. Elle a eu drôlement de pif parce qu'elle a aimé 4 génies, pas un. Oui. Donc, tu vois oui. qu'il Et faut ils faire lui mieux. ont bien rendu. Oui, mais il n'empêche que, en d'autres temps, peut-être cette fille-là aurait été Ces deux femmes, d'ailleurs, réalisatrice, elles ont compositeur. Elle aurait... Absolument. Voilà. Et toi, Christophe, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette pièce? L'absence du père, Voilà, on en vient là. c'était mon moteur au départ. Moi, j'ai pas beaucoup connu mon père. On travaille toujours avec nos propres histoires, comme le dit le personnage de Léonore à la fin, le monologue. On va creuser dans le tunnel de notre travail. Et ben voilà, c'est ce qu'on fait. Et nous, gens de théâtre, c'est ce qu'on passe notre temps à faire. Et on a des obsessions qui nous accompagnent et en ce moment je suis dans un cycle de famille, sur la famille, ça correspond sans doute à des avancées et je crois aussi que ça correspond, et je reprends ce que disait Macha, à une recherche actuelle. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'on parlait beaucoup d'amour. Macha me faisait remarquer l'autre jour que les taggers maintenant ils Remarquez, sur tous les écrivaient murs, il y a que écrit je t'aime, on s'aime, très bizarre, une espèce comme ça de réassurance du groupe qui a besoin de dire que peut-être la vie, c'est pas que la violence ou la manipulation, mais que c'est aussi d'abord une histoire de lien entre les gens. Et c'est vrai que cette image du père, elle devient absolument écrasante et magnifique, et à la fois, comme le dit Gaël, je suis donc si proche de ce petit homme, alors qu'on n'arrête pas depuis 1h30 de nous ressasser que c'est un immense géant. Et lui, d'un seul coup, dans son amour et dans sa souffrance, il parle d'un petit homme. Et il dit, je me reconnais en lui et je suis pareil. Et ça le rassure et à la fois, ça lui ouvre les vannes de l'émotion. Et il peut enfin comprendre qui il est réellement, puisque simplement, on a arrêté de lui dire que son père, il est là, mais qu'il était là en face et qu'il le regardait. Et c'est ce qui, moi, me trouble et me touche le plus dans la pièce. Après... une fois de plus, vous savez, quand on fait du théâtre, peut-être certains d'entre vous étaient là il y a 2 ans quand on a fait l'Impresario de Smyrne ici.
c'est toujours des histoires qu'on raconte un peu avec nos passés, avec nos albums photos et nos albums de famille. Mais quand on est au théâtre, on pense à une seule chose qui nous paraît le plus important, c'est vraiment de vous parler à vous qui êtes là dans le noir pour nous, mais en fait en pleine lumière. C'est-à-dire que on fait œuvre de monter sur le plateau, d'exprimer des sentiments, de vous les rendre pour les partager avec vous. On est d'accord que c'est le seul but, hein. C'est un échange, sinon on ferme le rideau et on joue derrière. Donc ce qui me plaît, moi, dans cette pièce, c'est qu'elle nous oblige à confronter des grands fantômes d'enfants qui sont papa, maman, et tout est compliqué et tout fait théâtre. Freud est de nouveau de retour. C'est-à-dire que je pense d'ailleurs, moi, une chose du théâtre en général, c'est que le moment que vous échangez avec nous est plus intime et plus profond que ce que vous échangez avec vos proches. Parce que les proches, on les protège, on ne leur dit pas la vérité, on ne dit pas tout. Nous, là, on vous dit tout. Et il y a des choses qui sont bouleversantes pour vous, parce que vous, pratiquement, c'est comme si tout d'un coup, c'est la catharsis du théâtre. Oui, le théâtre, pas, c'est qu'on vous révèle vos passions, vos angoisses, et quelquefois, on vous donne des petites réponses, des petites solutions. Là, elle est simple, je n'ai pas inventé l'eau chaude, elle dit... La pièce, la seule réponse, c'est l'amour. Et il n'y en a pas d'autre. Et je crois qu'on n'a pas trouvé mieux quand même. Hein. Pas loin de la vérité. Oui. Vous êtes à la 3e ou 4e représentation ? 3e ce soir. Commence, hein, on est tout à fait... Comment vous ressentez depuis la création, depuis les répétitions ? Qu'est-ce qui se passe en vous avec ces 3 premières ? Moi, je peux déjà dire que une ligne droite se fait avec 2 points, 3, et on est en flèche vers le succès. Nathalie, et au-delà. Moi, je voudrais témoigner de 2-3 petites choses, parce que les fabrications de pièces, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle le metteur en scène et qui dit voilà, je vous propose tel rôle, etc. Mais en fait, c'est tellement plus compliqué que ça, et tellement plus amusant que si ça ne l'était pas, on ne serait pas autant metteur en scène à essayer d'avoir des aventures. Je voulais juste dire que la façon dont j'ai proposé les rôles, parce que je pense que ça intéresse aussi, c'est-à-dire que j'ai rencontré Macha et je lui ai proposé Maria, et Macha m'a dit ben tiens, viens donc dans ma campagne, j'aimerais bien que tu m'en parles. C'était l'été et je me suis retrouvé dans une maison où je me suis dit mais c'est bien simple, c'est pas Macha qui m'a invité, c'est Maria. C'est-à-dire que j'étais chez une dame qui faisait des pâtes, qui recevait, qui avait des grandes tables d'amis, etc. Et j'ai trouvé la convivialité absolument magnifique, touchante, et du coup je me suis persuadé moi-même en disant ce serait vraiment formidable qu'elle accepte d'abord, parce qu'on ne sait jamais, les acteurs ils font leur trajet par le choix, et donc j'ai espéré qu'elle choisisse ce rôle. Mais ce qui était le plus drôle, c'est que c'est là où la vie nous rattrape, c'est qu'il y avait Nathalie qui était venue pour répéter des concerts avec Michel Legrand. Chaque année, je fais une fête et j'invite des amis, des musiciens. Et cette année, c'était elle qui était de corvée. Et elle est venue chanter. Et je me réveille en entendant Nathalie qui chantait Les Demoiselles de Rochefort avec Michel Legrand. Et je vous assure, hein, je le dis parce que vous imaginez ce que ça peut être dans la tête, quoi. D'un seul coup, je me dis où je suis. Et je vois Nathalie et elle ne me considère pas. C'est-à-dire que j'avais Léonore en face de moi. Elle me fait, je dis bonjour, je suis invité par ma... Bonjour. Et mais Léonore 2. Et j'adore ça, et à la fois on se fait un peu violence, parce qu'on se dit si elle est tellement Léonore, ça va pas être tellement agréable, etc. Et en fait, c'est exactement comme Léonore et comme elle vous l'a dit, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent et tellement de choses qui ne lui ressemblent pas. Et dans le parcours, ce qui m'a plu, c'est de découvrir la tendresse de Léonore, alors que la sécheresse, je l'ai eue immédiatement. Et c'était très troublant de voir dans la même maison, parce que d'un seul coup, c'était aussi des boomerangs qui vous font revenir votre pièce dans la figure. On avait dans la même maison les deux personnages féminins de la pièce. Tu avais... En arrivant chez Macha, tu ne savais pas que tu proposerais peut-être un jour à Nathalie Dessay. Et non, puis en plus, un tout petit peu. Puis elle est un tout petit peu chanteuse quand même, donc je ne savais même pas à l'époque qu'elle voulait être actrice. Et c'est Macha qui me dit « Mais tu as qu'à lui proposer, je suis sûr que ça peut l'intéresser. » Mais c'était passionnant. Mais moi, j'étais persuadée que c'était une très belle occasion pour elle, parce qu'elle a un problème réel. Mais non, attendez, c'est très sérieux. Avec sa notoriété et sa gloire et son talent, décider de faire du théâtre, donc sans musique, hein,
c'est un bond considérable. Donc elle ne peut pas faire n'importe quelle pièce. Et quand j'ai lu cette pièce, je me suis dit, là, elle est protégée par Zweig et par nous, et c'est-à-dire que c'est une occasion formidable pour elle. Je pense que tu en feras beaucoup d'autres, et qu'il y aura, j'espère, vous allez la prendre comme agent, je crois. Oui, tu peux. J'y songe là. Et vraiment, vraiment, pour moi, il y avait un acte d'amitié, tout à fait. Et je voudrais saluer les autres acteurs qui sont là, oui, parce bien que entendu. c'est vraiment essentiel dans le montage. C'est-à-dire qu'il y avait mes 2 interprètes féminines, et puis d'un seul coup, je me suis dit, il faut le fils. Qui est-ce qui va avoir... comment dire, la nature pour aller se colter à cette émotion-là, etc. Et j'avais vu Gaël dans... J'avais vu Gaël dans... Viens. J'avais vu Gaël dans un spectacle au Festival d'Avignon où il jouait un serial killer. Ne me dis pas que ta maman s'en va. Est-ce que tu t'en vas, Annie? Et... Tu t'en vas? Est-ce que ça t'a plu? Discrètement, hein. Est-ce que ça t'a plu d'abord? Tu peux pas partir comme ça. Et donc j'avais vu Gaël jouer ce serial killer et il avait réussi dans ce personnage qui était absolument évidemment terrible à le rendre émouvant, enfantin, touchant. Et je m'étais dit, s'il réussit à faire ça dans cette pièce qui est violente et américaine, il va être formidable dans cette pièce de Zweig. Et quand je lui ai proposé, il l'a accepté. Et juste avant de lui passer la parole pour qu'il puisse parler lui, je voudrais saluer aussi Bernard Alan, que vous aviez vu... Ça a été absolument magnifique. Que vous Bernard. avez vu dans l'impresario de Smyrne, si vous avez vu cette pièce. Mais Bernard Alan, c'est un tout petit peu différent. C'est ma famille de théâtre, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on se connaît. On partage beaucoup de choses, dont j'ai travaillé avec sa maman, j'ai travaillé avec sa sœur Valérie, avec Annie Galland. Et donc Bernard, c'est ma réassurance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mes pantoufles. C'est-à-dire qu'en tant que metteur en scène, Heureusement qu'on l'a, parce qu'il est drôlement c'est solide. la carte Joker qui vous permet de dire, bon bah lui, de toute façon, Ça le fera. je connais par cœur. Calmera ses dames. Et voilà. Et puis la petite Valentine, qu'il fallait une sœur. Il fallait une sœur à Gaël. Voilà. Oui, ma question, c'est le personnage. Bon, c'est le nom du père, comme disait Lacan, le nom du père. Comment vous avez ressenti en lisant le rôle? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez envie? Voilà. Comment vous avez abordé le rôle avec ce poids du père? Oui, je suis pas mal placé pour, je veux dire, soyons honnêtes. J'ai pas osé le faire. Hein. Non, soyons honnêtes. Non, il y a des choses qui m'ont directement touché personnellement, mais si on y regarde de plus près, c'est une question de légitimité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit tous s'extraire de l'image de ses parents, savoir qui on est vraiment. Et je pense que ça dépasse après le fils d'eux. Hein, ça dépasse. On a eu un père qui a eu un poids artistique. Mais finalement, ça touche tout le monde, quoi. Il faut bien que l'on devienne soi et qu'on se dissocie de ce père-là. Et je pense aussi qu'il faut arriver donc à le connaître, à le comprendre et à savoir qui il est vraiment pour ne pas faire fausse route. Et c'était bien souvent d'ailleurs le travers des précédentes générations où souvent, je sais que mon père, il a en tout cas avec son propre père, c'était très difficile, et la communication très difficile, il en a forcément souffert énormément. Et donc on retrouve ça, et moi c'est quelque chose qui me touche. Donc c'est quelque chose qui me touche parce que ça touche, je crois que c'est vraiment universel, quoi, ce thème de cette légitimité. Et d'ailleurs pas forcément dans le domaine artistique. Non, bon, un père chef d'entreprise, un peu père... importe, je pense que beaucoup de gens qui vont voir cette pièce vont reconnaître que cette légitimité est compliquée. Peut-être eux auront-ils fait un parcours aussi compliqué, difficile, et donc c'est ça qui m'a touché. Avant même que le rôle soit proche de moi. Effectivement, il est proche de moi, donc ça me touche d'autant plus, mais c'était ça surtout qui m'a poussé. Moi, je voudrais poser une question à Nathalie Dessay. Christophe parlait bien évidemment d'opéra. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est le même plateau, évidemment, mais quand on passe de la voix chantée à la voix parlée, et quel est le rapport qu'on a au public, ou quel rapport on a aux autres quand on devient comédienne de théâtre, ou qu'on est depuis tout le temps comédienne de théâtre? Moi, j'ai coutume de dire qu'à l'opéra, je devais mettre mon armure de guerre, ma cuirasse, pour aller à la guerre. Et que quand je fais du théâtre, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Que non seulement il faut enlever la cuirasse, il faut enlever l'armure, mais il faut enlever la chemise, il faut enlever le t-shirt et il faut même enlever la peau. Le slip aussi, peut-être. Tout. Non, mais c'est même la peau, oui. Il faut enlever la peau pour être à même de tout recevoir.
Et c'est tout à fait le geste, en fait, c'est l'inverse de l'opéra. Et pourtant, dans la Traviata, moi j'ai vu la mise en scène de Sivadier, dans la Traviata, vous enlevez tout. Oui, mais il y a la musique quand même qui décide de beaucoup de choses et qui décide déjà du temps. Oui, du tempo, absolument, bien entendu. Mais enfin, vous êtes, on peut pas dire vous étiez, vous êtes une chanteuse d'opéra qui s'est énormément donnée, qui se donne énormément, plus que la moyenne des chanteuses. Oui, mais moi j'ai toujours coutume de dire que j'étais une comédienne qui chantait. Voilà. Maintenant, j'espère que je vais devenir une comédienne qui parle. Et cette relation qu'il y a au public, elle est la même ou c'est différent? Oui, c'est la même. C'est la même. Moi, je trouve que c'est la même. Mais encore une fois, la musique nous protège tellement, nous dicte tellement de choses. La marge créative et créatrice est bien moindre, je trouve, dans la musique. Enfin, elle est autre, disons. Non, puis il joue moins souvent au théâtre, où on sent maintenant que nous avons constitué une petite famille et qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, à des temps longs, puisque nous savons que nous allons reprendre le spectacle l'année prochaine dans un théâtre parisien. Quel théâtre, s'il vous plaît, Macha? Au théâtre Montparnasse. Ah bon, je ne le savais pas. Est-ce qu'elle est là, Myriam? Non, elle est partie, Myriam. Je crois que le directeur ou le co-directeur est dans... Bertrand Tamin est dans la salle. Parce que là aussi, il y a des questions de rencontre entre les salles et les pièces, les salles et les comédiens. Et je crois que cette salle-là est l'écrin idéal, oui, c'est un très bon écrin pour cette pièce. Pour le Montparnasse, absolument. Est-ce qu'il y a une question? Oui, oui, il y a une question. Voilà. Le micro va arriver. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voulais juste poser une question au sujet de la mise en scène, parce que... Christophe. On trouve... il y a beaucoup de sièges sur scène, et en fait, il y a quelques scènes qui se passent sur le plancher. Et je me suis demandé, notamment... Attendez, vous avez dit il y a beaucoup de chaises? Oui. Il y en a 4. De sièges. Ah oui, on a 4. J'espère que vous en avez au moins 4 dans votre salon. Il y en a 3 d'un côté, il y en a un de l'autre, et puis ça 4. se promène. Et on les voit bien. Elles sont très belles, d'ailleurs, elles sont très belles. Et je me suis posé la question, comme il y a la présence de Nathalie Dessay qui est là, finalement j'avais l'impression, surtout la scène finale, qui se passe sur le sol, ça m'a rappelé quand même les scènes d'opéra où la finale, souvent... Ah, mais c'est Nathalie qui a demandé... Elle voulait finir... C'est dans son contrat, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait signer un contrat, elle doit finir en flaque au milieu, dans un projecteur latéral, avec une gélate 201 à l'intérieur qui lui fait un teint extraordinaire. Non. Mais je me suis demandé s'il y avait un parti pris, finalement. Non, je me suis dit qu'il fallait que ces femmes, de la façon la plus littérale, purgent leur dossier jusqu'au fond, du fond, jusqu'à perdre l'équilibre, jusqu'à perdre la force de leurs jambes, jusqu'à ce que, voilà, qu'elles retrouvent presque quelque chose de tellurique, des forces telluriques. Et puis parce que vous savez, ça a l'air, bon, je sais pas, voilà, 4 chaises pour raconter 1h30 de spectacle, c'est assez amusant parce qu'on se rapproche de la mise en scène de la tragédie. C'est-à-dire que tout le moindre mouvement du corps doit avoir une résonance dans l'émotion qu'elle est censée représenter. Et il me semblait que cette déstabilisation et le fait de ce qu'on appelle une mise en scène chaisière, ce serait de finir comme ça, avec des gens assis. Et là, je trouvais qu'il y avait une animalité pratiquement dans le corps qui me plaisait bien. Eux aussi, ils sont à 4 pattes, là, les jeunes. Hein. Les 2 jeunes aussi, oui. Non, mais j'ai complètement ressenti ça, voilà, je voulais vous le dire. Merci. Bon, C'était un compliment, en gros, c'est ça que vous vouliez faire, d'accord. Voilà, il y a une autre question. Ah, vous voyez, vers minuit et demi, ça sera bon. Non. Alors le décor est Catherine Bluval, qui m'accompagne de longue date, puisqu'elle avait fait... Elle est là, Catherine? Non, elle est pas là. Elle travaille sur un prochain décor, mais pas pour moi, pour un autre metteur en scène. Et donc, elle a eu de Molière avec des spectacles qu'on a fait ensemble, dont La Serva Amorosa de Goldoni. Avec Robert. Et avec Le Robert Diable Hirsch. Rouge avec Claude Durané. Mais c'est une grande décoratrice qui sait toujours... éviter, je veux dire, le côté ensemblier des choses et passe au contraire à une esthétique très moderne et très contemporaine. Il y a une autre question? Là. Oui. Ah. Une dernière question alors.
sur le décor, comment elle fait? Elle propose quelque chose, elle vous voit jouer avant? Non. Comment ça s'est passé? C'est drôle parce que ce que vous dites, vous savez, moi je suis directeur d'un théâtre aussi et on fait 3 séances d'accompagnement de la création comme ça pour que les spectateurs puissent comprendre comment on fonctionne. En fait, moi je fais déjà des dessins, des croquis en lui expliquant un peu ce dont je vais avoir besoin et elle met en valeur mes idées. Elle travaille surtout sur quelque chose que je trouve extraordinaire, qui est un peu une façon ancienne de travailler, qui est la maquette. C'est-à-dire que c'est une des rares décoratrices maintenant. Souvent, les décorateurs passent en 3D, en informatique, etc. Elle fait encore des maquettes. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on fait une photo de sa maquette 3 mois avant la première, on pourrait comparer avec la photo du décor 3 mois plus tard dans le théâtre et on ne voit pas la différence. Il n'y a plus que les acteurs en plus. C'est-à-dire que sa maquette est d'une telle précision et d'une telle réalité qu'elle nous représente vraiment à l'intérieur du cadre du théâtre. Mais la difficulté supplémentaire que j'ai donnée à Catherine, c'est que ce spectacle donc, va passer dans différents théâtres qui ont des ouvertures. Ce qu'on appelle l'ouverture, c'est de cour à jardin, qui sont très différents. Donc il faut aussi un décor qui soit élastique et qui puisse changer de configuration. Modulable. Voilà. D'un théâtre et d'un plateau à l'autre, pour qu'on garde à la fois le style, les entrées, l'esthétique du spectacle, que les acteurs puissent retrouver leur maison. Mais de temps en temps, les théâtres sont très différents, donc il faut que le décor soit très fort au niveau de la conception pour ne pas être dénaturé par ce changement. Je voudrais ajouter que dans l'équipe prodigieuse de Christophe, il y a cet éclairagiste formidable, parce que le sol brille. Oui. Donc il fallait éviter que nous ayons des reflets dans la figure, et on en a encore un peu, mais qui sont beaux. Mais ça a été un tour de force. Marie-Hélène Pinon. Elle s'appelle Marie-Hélène Pinon. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Et vraiment, c'est une championne, parce qu'il n'y a rien de plus difficile au monde. Streller faisait des sols comme ça brillants de bout en bout, et donc il avait aussi beaucoup réfléchi sur les éclairages et utilisé beaucoup de ce qu'on appelle les latéraux pour qu'il n'y ait pas justement la lumière qui tombe dessus. Alors justement, puisqu'on félicite toutes les créatrices, puisque j'ai la chance d'être entouré de femmes créatrices, on a félicité Catherine Bluval pour le décor, on a félicité Marie-Hélène Pinon pour les lumières, et je voudrais féliciter, puisqu'elle est là, Choucha Nabello-Tcherpachian pour les costumes. Et la musique. Et la musique est de Cyril Giroux, qui n'est pas là non plus. C'est très compliqué les costumes. Je vous explique pourquoi, parce qu'elle est là justement, et parce que on est au théâtre et que les costumes et les corps doivent s'associer. Quand on demande à Macha Merrill d'aller au sol, ou quand on demande, il faut que tout soit possible. Et donc voilà, elle a su et à la fois créer des costumes élégants et historiques et d'une grande véracité, mais qui soient aussi praticables en scène et qui n'empêchent pas les acteurs et les actrices de jouer, ou au contraire qui leur permettent d'utiliser la difficulté du costume comme un accessoire supplémentaire. Cher Myriam, vous avez vu que j'ai tenté le renard aujourd'hui. Il vous a plu, vous pensez? Parce qu'il tournicote un peu, mais au fond, assez naturellement. Il est vivant, vous savez. Hein. Voilà. C'est Myriam de Colombie qui est directrice du Théâtre Montparnasse. Nous applaudissons parce qu'elle est une observatrice attentive de notre travail. Voilà, je voulais vous remercier. On va clore cette soirée et la rencontre de l'atelier. Merci aux artistes, merci aux techniciens. À très vite, vive le théâtre. Voilà. Et la prochaine représentation, c'est la semaine prochaine. C'est un hommage à Molière. Ça s'appelle Looking for Molière. Et c'est jeudi soir prochain à 8h30. Merci, on va terminer par la photo.